Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir à Terra Nova l'écrivain Nicolas Rouillet pour une discussion autour de son livre L'or et l'arsenic, histoire orale d'une vallée minière, paru aux éditions Anacarsis. Comme d'habitude, cette discussion sera suivie d'un temps d'échange avec vous, le public. La rencontre est enregistrée et filmée par l'association TV Bruit. Et donc, pendant le temps d'échange avec le public, on fera circuler le micro, moi ou Fabrice. Voilà pour vos questions. Et merci de l'utiliser d'avance. Merci Nicolas d'être là ce soir. Peux-tu commencer par nous dire où est la mine d'or dont tu parles et retracer brièvement son histoire pour celles et ceux qui n'en ont peut-être jamais entendu parler? Bonsoir. D'abord, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Je vois que la mine intéresse, c'est une bonne nouvelle. Donc, retracer l'histoire de la mine de Salsigne. D'abord, Salsigne, c'est dans l'Aude, à 20 km au nord de Carcassonne. Une vallée... c'est la vallée de l'Orbiel. Elle n'est pas très connue, sauf peut-être pour les châteaux de l'Astour. C'est le site le plus connu des châteaux cathares. Si vous ne connaissez pas, allez-y, parce que c'est vraiment très très beau. Et la mine se trouvait à quelques kilomètres de ces châteaux. Donc on est à 20 kilomètres de Carcassonne. Pour retracer un peu rapidement cette histoire, d'abord il y a une longue histoire, une longue tradition d'extraction minière dans la Montagne Noire. Ça date d'avant les Romains. Donc ça, plusieurs personnes m'en ont parlé. Il n'y a pas y a pas, disons, de date exacte de démarrage, mais en tout cas, on est avant l'invasion romaine de la Gaule. Et ça s'est poursuivi de façon discontinue, parce qu'il y a eu des périodes où ça s'est interrompu. Mais on a extrait essentiellement du fer, du cuivre, de l'argent aussi. Et pour ce qui est de l'or, parce que la mine de Salsigne était essentiellement une mine d'or, ça a démarré au début du XXe siècle. Disons qu'on exploitait déjà et le minerai était envoyé en Angleterre et ils se sont aperçus qu'il y avait de l'or aussi. Un chimiste a trouvé des traces d'or dans le minerai. Et donc, ce minerai était envoyé en Angleterre et l'or, ils n'en voyaient pas la couleur. Donc, ils se sont dit, c'est un petit peu bête de faire ce cadeau aux Anglais. Donc, ils ont décidé d'exploiter sur place, c'est-à-dire de fondre le minerai, donc de créer une usine. Et ça date du tout début du XXe siècle. Donc, quelques années se sont passées et disons que la période vraiment industrielle d'exploitation, c'est à partir des années 1920-1930. Voilà, donc il y a eu des interruptions pendant les deux guerres, enfin surtout pendant la deuxième. Et après, donc en fait, le site est passé entre différentes mains. D'abord des industriels français. Après la guerre, il y a eu une interruption parce que la mine a fait faillite. Et donc là, il y a eu une grosse saignée. Une bonne partie du personnel a été licencié. Elle a redémarré avec des propriétaires canadiens. Et pendant une quinzaine d'années, après, elle s'est retrouvée à nouveau en difficulté. Là, c'est l'État qui a repris le site par l'intermédiaire du BRGM, le Bureau de recherche en géologie minière. Enfin, disons une filiale du BRGM. Et après, à nouveau, grosse difficulté. Et là, ce sont des Australiens qui ont repris le site. Donc de 1992 jusqu'à sa fermeture en 2004. Voilà, donc c'est une histoire qui s'est terminée assez récemment. Ça fait tout juste 20 ans que la mine a fermé. Comme on fait connaissance avec un livre aussi par sa couverture, je voulais te demander ce que représente la photo de couverture du livre. Je trouve que cette image est un peu troublante parce que elle pourrait tout aussi bien représenter un engin futuriste
qu'au contraire un engin complètement archaïque. Un engin utilisé dans le sous-sol plutôt ou sur une toute autre planète, voilà, ou même ça fait un peu comme, ça fait un peu penser à une arme. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Donc, vous voyez là, ouais. Donc ça, ce qu'on voit, c'est un jumbo de foration. C'est ce qui a remplacé le marteau qu'utilisaient les mineurs avant, donc un marteau pneumatique avec injection d'eau pour limiter les poussières. À partir de quand c'est arrivé cet engin, je ne saurais pas vous dire exactement, mais en tout cas, ça a vraiment changé le travail à la mine. Bon, c'est vrai que quand on voit ça, on m'a dit oh là, mais c'est horrible, on dirait une Kalachnikov bon, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ce qui est aussi un peu étonnant, c'est que pour une histoire orale, faite avec des gens, on voit personne sur la couverture. Ça, c'était pas notre souhait au départ, mais des photos dans la mine, en fait, il y en a pas eu tellement. Il y en a beaucoup moins que pour les mines de charbon, par exemple, ou d'autres mines où il y a eu vraiment des films qui ont été tournés. À Salsigne, il y en a, mais pas tant que ça. Bon, on pourrait se dire aussi que ça préfigure un petit peu de l'évolution de la mine aujourd'hui, c'est-à-dire de moins en moins de monde au fond, avec des engins téléguidés, etc. Bon. J'anticipe un petit peu. En tout cas, voilà, c'est un outil qui représentait la modernité et qui maintenant est évidemment complètement archaïque. Ça doit dater des années 80, je crois. Tu avais déjà abordé la thématique de la mine d'or dans ton roman Timica, paru aussi d'ailleurs aux éditions Nacarsis. Comment tu es passé de la fiction à l'écriture documentaire ? Et est-ce que tu abordais ce projet avec cette idée en tête, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de tes avancées dans l'enquête que la forme est née, en fait? Moi, je suis allé à Salsigne par curiosité, sans vraiment avoir d'idée en tête. C'était en 2020. 2 ans avant, il y a eu des grosses inondations qui ont remis en mouvement de la pollution en entraînant des sédiments et en faisant déborder des bassins. Il y a eu une grosse pollution due à des dépôts miniers et on en a parlé dans la presse. Alors moi, j'en avais entendu parler, mais très vaguement, mais là, c'est vraiment revenu sur le tapis, donc je me suis dit, allons voir. Donc je suis allé voir et en fait, j'ai rien vu parce qu'il n'y a rien à voir. Et donc, j'ai commencé juste par poser quelques questions, à rencontrer des personnes. Et assez vite, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'enregistrer ce qu'on me disait. D'abord, j'ai fait un petit tour du site avec une personne qui est plutôt du côté dénonciation de la pollution. Donc, on a fait un petit tour des sites. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Et après, je me suis dit, mais mince, là, de mémoire, ça va être compliqué de retranscrire tout ça. Donc, la fois d'après, j'avais décidé d'enregistrer. Et c'est lui qui m'a fait rencontrer un ancien mineur, qui a eu un rôle particulier puisqu'il était délégué mineur. Bon, avec lui, j'ai passé beaucoup de temps. Je dois avoir une bonne dizaine d'heures rien qu'avec lui. Et puis lui, il m'a ouvert d'autres portes. Et après, c'est de fil en aiguille, comme ça. Quant à la forme, moi, j'avais fait de la fiction jusque-là, donc je ne m'étais pas trop posé de questions. Pour moi, ça allait faire une fiction si j'écrivais dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'un roman est sorti sur le sujet alors que j'étais en train d'y travailler. Donc, mauvaise nouvelle pour moi. Je me suis dit, merde, le sujet est un peu grillé. Et puis après, un autre bouquin est sorti encore. Là, une enquête sur la pollution.
Le sous-titre, c'est un scandale sanitaire français, donc voilà, pour donner un petit peu la teneur. Donc moi, voilà, j'ai dû faire avec ces deux choses-là et un petit peu me repositionner. Et comme l'axe, c'était quand même la pollution pour les deux, bah, moi, ça m'a orienté plus vers l'histoire ouvrière, l'histoire minière, l'histoire industrielle, les gens. Sachant que la pollution, elle est toujours là et elle est présente, même quand on discute avec des mineurs. Donc voilà, ça a un petit peu réorienté. Et après, sur la forme, bah, au bout d'un moment, quand je réécoutais ce que j'avais enregistré et que je retranscrivais, je me dis, oh là, mais c'est incroyable quand même ce que les gens racontent, quoi. Je trouvais qu'il y avait une telle force dans ces paroles qu'il aurait fallu toutes les mettre et donc pourquoi ne pas justement baser le texte essentiellement sur la parole. Justement, ton texte est divisé en 3 grandes parties, avant, après et maintenant. Et je me demandais quelle méthode tu avais utilisée pour structurer toute cette matière qui devait être assez monumentale, surtout à transcrire. Et je suppose que tu as aussi taillé. En fait, ça ressemble à un vrai travail de montage. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu peux en dire? Et où est-ce que tu veux, avant ça, lire une première partie de texte pour qu'on entre dans le vif? Bah oui, voilà, commençons par ça. Donc je vais vous lire un petit chapitre qui est tout au début. Donc comme disait Ariel, il y a 3 parties, avant, après, bon je me suis pas foulé, et maintenant. Avant, après, c'est avant la fermeture, après la fermeture, voilà. Bon, en activité ou une fois que la mine a fermé. Donc ça, c'est le premier chapitre de la partie avant. Donc c'est des chapitres auxquels j'ai donné des... Enfin, les titres sont des extraits de paroles. Donc le gros chapitre, c'est la mine des mulets aux dumpers. Les dumpers, là, c'est les gros camions pour exploiter à ciel ouvert. Et donc ce chapitre s'appelle « Je suis ». Je suis de Salsigne, mes parents aussi, mes ancêtres aussi. On vient vraiment d'ici. Mon père, c'était un immigré polonais. Il travaillait à Sochaux-Montbéliard au cycle Peugeot. Il ne gagnait pas beaucoup. Je suis de Serriès, là-haut, près de Fournes-Cabardès, à 10 km de Salsigne. Mes parents étaient agriculteurs. Ils voulaient me faire apprendre le métier de boulanger, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, c'était les cailloux qui m'intéressaient. Je suis d'origine kabyle. Je suis né là-bas en 1947, dans le 93, à Constantine. C'était l'Algérie française. Moi, je suis la 3e génération qui a travaillé à la mine de Salsigne. Je suis natif de la Champagne pouilleuse, comme on dit. Dans la famille, c'était plutôt bûcherons et débardeurs. On était 10 à table, on était 10 à la maison. La table était grande, on faisait du coude à coude. C'était les années 60-65, c'était pas la rigolade. J'ai commencé à travailler à 14 ans avec mon père et mes 2 frangines. Ça m'a rien valu, ils me donnaient pas un centime. Ma famille est d'Alès, mais je suis né à Sfax, en Tunisie. À la base, je suis militaire de carrière. Mon grand-père était mineur dans les mines de fer de Lorraine. À l'époque, ma famille ne parlait que l'allemand. En 1870, la Lorraine a été annexée par l'Allemagne. Il a été à l'école allemande. Il est venu travailler ici, à Salsigne, en 1935. Mon père est arrivé d'Espagne en 1936 à cause de la guerre de Franco. Il avait 9 ans. Mes parents étaient agriculteurs dans le Limousin. Mon père a quitté l'école jeune parce que son père avait besoin de lui à la ferme. Après, il a eu l'opportunité d'entrer à la mine. C'était une mine d'uranium. On habitait à 1 kilomètre. J'ai baigné dans ce monde minier. Je suis un réfugié politique, un boat people. Je suis né au Laos en 1959. Mes parents étaient vietnamiens. Ils se sont installés au Laos. J'ai grandi avec la guerre.
Je suis natif de Salsigne, mais pas d'une famille de mineurs. Mes parents et mes grands-parents étaient bouchers, et ça remonte encore bien plus loin. Mon frère m'a dit, on est la 7e génération de bouchers. Je suis né en France, je suis d'origine italienne. Mes parents sont arrivés dans les années 1920. Au départ, j'étais boulanger à Villanière. Je faisais des tournées à la mine. J'étais connu, la femme du directeur me prenait le pain. Quand j'ai quitté la boulangerie, je me suis présenté à la mine. On m'a dit « pas de souci, vous allez passer la visite ». C'était en 1961. Mon grand-père est espagnol d'origine, de Malaga. Il crevait de faim là-bas. Un jour, ils ont pris un train et ils sont arrivés en France, en 1916. Il avait 12 ans. Il a toujours travaillé dans les mines, à la Loubatière, à la Cabasse, à la Connette et puis à Salsigne. À 35 ans, il a ouvert sa propre mine. Ce n'est pas l'or qu'il cherchait, c'est le fer et l'argent. Il vendait le minerai au poids. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas parler français. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. La France, c'est mon pays de bonheur. Elle m'a tout donné. Je suis fils d'ouvrier agricole. De formation, je suis garçon boucher. Chez nous, il n'y avait pas de voiture. Il y avait un vélomoteur et c'était déjà pas mal. Je me suis retrouvé sans boulot, la mine embauchée, j'y suis entré et je m'y suis trouvé bien. Voilà. Bon, je pense que ça vous donne déjà une idée un petit peu de comment fonctionne ce texte. Donc, des personnes parlent, on ne sait pas qui, on devine à peu près, les paroles se succèdent. Et voilà, je pense aussi que ça donne une idée de la diversité des gens qu'il y a eu à Salsigne. Et encore, il y a eu bien plus il y a des gens qui venaient d'un peu partout en Europe. Ça venait aussi de Pologne, beaucoup, de l'ancienne Tchécoslovaquie, de Russie, de Grèce. Enfin voilà, c'est un petit concentré du monde quand même là qu'on retrouve, enfin d'une partie du monde. Et donc, tu me demandais pour comment c'est... Pour le montage, comment tu avais procédé. Et puis, si tu peux parler un peu de ton choix de faire à la fois des chœurs et de ce que tu appelles des solos. Alors, il y a donc des passages choraux, comme celui-là, où les locuteurs s'enchaînent sans qu'on sache qui parle. Et puis, il y a des textes un peu plus longs, où des gens prennent la parole et sont identifiés par leur prénom. Bon, pour filer un petit peu la métaphore du chœur, j'ai appelé ça des solos par opposition. C'est donc des textes qui font 1 à 2 pages à peu près. Pour le montage, en fait, je me suis trouvé avec une matière énorme, parce que j'avais 200 heures d'enregistrement à peu près, ce qui représente 5 à 6 fois plus de temps pour retranscrire, parce que j'ai pas suivi de cours de sténodactylo, enfin non, plutôt de frappe à la machine, donc ça m'a pris beaucoup de temps et ça fait beaucoup de texte aussi, donc il a fallu tailler dedans et puis surtout savoir retrouver les morceaux de texte intéressants. Donc pour ça j'ai utilisé un logiciel, bon je vais peut-être pas rentrer dans la cuisine, mais en tout cas un outil qui me permettait de retrouver d'indexer les petits morceaux de texte, parce qu'en fait après avoir retranscrit donc de façon assez fidèle, enfin le plus fidèlement possible. Bon là il y a déjà des choses à dire parce que il faut bien ponctuer, il faut bien mettre sous forme d'écrit quelque chose qui est oral, donc déjà là il y a un petit travail d'écriture, mais après j'ai réécrit pour que ce soit lisible, ne serait-ce que pour harmoniser, parce que les gens quand on parle on passe du présent au passé, discours direct, indirect, enfin voilà, c'est assez fascinant d'ailleurs, mais pour que ce soit lisible.
Et puis après, j'ai éliminé tout ce qui n'était pas intéressant dans les enregistrements. Par exemple, quand j'oubliais d'éteindre l'enregistreur et que j'ai une demi-heure de voiture, de moteur de voiture, ça, j'ai coupé. Il y a aussi toutes les digressions où là, je m'entends raconter des choses qui n'ont absolument rien à voir. Les gens aussi. Enfin voilà. Bon, donc ça fait 200 heures, mais en fait, quand on coupe, il y en a quand même moins. Et puis après, là-dedans, ce qui est vraiment important et des gens aussi, les gens reviennent sur ce qu'ils ont dit, complètent d'une fois sur l'autre, etc. Donc finalement, c'était un travail de réécriture pour condenser aussi et puis faire des petits blocs de textes homogènes et après donc les indexer pour pouvoir les retrouver et qui servent. Et après, c'était un peu le jeu de faire, par exemple, la mine, l'époque des mulets, puisqu'il y a eu des mulets dans cette mine et j'ai rencontré des gens qui ont conduit des mulets au fond de la mine. Bon, voilà, le mot-clé mulet, allez hop, tout ce que ça fait remonter. Et puis, avec tous ces bouts de texte qui venant de différentes sources, agencer un petit chapitre là-dessus. Et puis, voilà, de manière assez chronologique et logique, en passant de la mine autour de la mine, parce qu'il y a une cité minière, et après l'usine, l'autre cité ouvrière, et puis voilà, thématiquement et chronologiquement, des petits chapitres qui se sont agencés comme ça. Et voilà, avec des consignes que je me suis données, en fait, c'est plutôt un rythme, c'est-à-dire que, là, ce chapitre-là est un petit peu particulier parce qu'il est c'est tchac, 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 là, ça va vite. Après, il y a quand même des prises de parole un petit peu plus longues, mais j'ai quand même essayé de garder un certain rythme parce que je trouve que pour la lecture, c'est plus digeste. Et puis aussi l'alternance des locuteurs, que j'ai essayé, qui est globalement respecté, sauf parfois quand j'avais pas le choix, il y a Robert qui parle 2 fois, et puis c'est pas la mort. Hein. On le sait pas, forcément. On peut le deviner, en revanche. Et une question un peu statistique, tu te souviens sur déjà la période, combien de temps ça t'a pris, cette collecte et la retranscription, tout le travail du livre, et aussi combien de personnes t'as interrogé, quelle est la quantité de paroles que tu as retenues finalement sur la masse ? La collecte, elle a dû durer 2 ans à peu près, je pense. Sachant que parfois j'y suis revenu quand il me manquait quelque chose, surtout à la fin pour clore, où là vraiment sur la toute fin j'ai ressollicité les gens. Donc j'irai 2 ans, peut-être un peu plus. J'ai rencontré 140 personnes. C'est beaucoup. J'en ai retenu 116. Donc il y a 116 personnes qui figurent dans le texte. Parfois juste pour une parole, c'est arrivé. D'autres beaucoup plus longuement. Donc j'ai dit oui, ça représente 200 heures. Combien j'en ai gardé ? Ça c'est très compliqué à dire finalement. Je ne saurais pas me rendre compte. Il y a la place des femmes qui a été dès le début, moi je comptais leur faire une place, mais ça n'a pas été facile. D'abord, on se doute, pour la partie vraiment travail dans la mine, elles n'étaient pas là. Ensuite, les fois où j'avais des ouvriers en présence de leurs femmes, encore faut-il qu'elles arrivent à en placer une, c'est pas évident. Donc parfois je profitais que monsieur allait chercher des photos là, pour poser des questions, ou quand il allait chercher le pain par exemple. Mais ça n'a pas été évident. Donc voilà, je leur ai fait une place autant que j'ai pu, sans doute pas autant qu'elles ont eu de l'importance dans cette histoire, parce que
elles étaient là, les femmes, évidemment, peut-être en arrière-plan, mais pas que, parce qu'il y en a qui ont travaillé, alors pour la plupart dans les services administratifs, mais une femme en particulier a eu un poste très élevé à l'usine, une femme importante, une scientifique, et voilà, qui a eu un rôle très particulier, mais qui a été importante. Et voilà, donc j'ai son témoignage aussi. Et après, beaucoup de personnes, des chefs de service, donc je parlais du BRGM, l'ARS aussi, l'Agence régionale de santé, l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie et l'environnement, je crois. Voilà, donc là, c'était des femmes qui ont témoigné, une sénatrice aussi. Voilà, donc au total, 116 personnes, et je crois que c'est à peu près un petit 40% de femmes qu'il y a eu, en nombre, parce que dans la place dans le texte, je pense que c'est moins. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire découvrir la voix d'une femme, de Paulette, par exemple? Oui. Avant Denis. Mais je m'étais dit qu'il manquait quelque chose. Mais... Voilà, ça va mieux. Donc là, c'est ce que j'ai appelé un solo, donc un texte un petit peu plus long. Paulette. J'ai travaillé 4 ans au secrétariat à la caisse de secours comme sténodactylo de 1945 à 1948. Mon père travaillait à la mine. Il était boiseur. Son chef lui a dit « Ta fille cherche du travail ?» Mon père a dit « Bientôt, oui, dès qu'elle aura l'examen. » Il lui a dit « Écoute, il y aura peut-être quelque chose pour elle ici. » Et ça fait que j'ai été la première embauchée. Ça s'est appelé caisse de secours pendant 2 ans, et puis après ça a été la sécurité sociale des mines. Il y avait 1500 ouvriers à l'époque, entre mines et usines. Il fallait se faire inscrire pour avoir l'assurance maladie. Il m'apportait les ordonnances, je les vérifiais, et puis après je calculais la cotisation, les médicaments à tant de pourcents, les radios à tant, et je les mettais sur la fiche de paie. Une fois, nous avons eu une affaire avec quelqu'un de la montagne. Mon chef m'avait dit « Vérifie bien ces ordonnances ». Il devait soupçonner quelque chose. Je lui dis « C'est toujours pareil, il y a de l'huile de foie de morue sur toutes. Il doit avoir de jeunes enfants. » À l'époque, on nous donnait de l'huile de foie de morue. Ce n'était pas bon. Il me dit « S'il y en a d'autres, tu me le dis. » Ça n'a pas manqué. 15 jours après, une autre ordonnance avec un flacon d'huile de foie de morue. Il est allé faire son enquête et il s'est rendu compte que ce monsieur élevait des cochons et qu'il donnait de l'huile de foie de morue à ces petits cochons pour qu'ils viennent plus vite, comme si c'était pour ses enfants. Nous ne lui avons pas donné d'amende, mais nous lui avons dit que c'était fini, qu'il ne recommence pas parce qu'il ne serait plus remboursé de rien du tout. Des abus, il y en a toujours eu. Voilà, donc c'était Paulette, c'est ma contributrice la plus âgée. Elle avait à l'époque 97 ans, donc maintenant elle en a 98. Et donc j'ai fait valider tous les textes qui sont identifiés par un prénom, je les ai fait valider, donc à Paulette également. Et elle était un petit peu embêtée parce qu'elle ne voulait pas porter tort à ce monsieur avec ses histoires de cochons. Et puis finalement, elle s'est dit que comme il était nettement plus âgé qu'elle, c'était peut-être pas très grave. Voilà. Mais elle était quand même embêtée, elle a réfléchi. Alors, tu l'as dit, on sait de l'histoire orale. Pour redéfinir vraiment dans les grandes lignes et très brièvement l'histoire orale, c'est une méthode qui sert à recueillir, préserver et interpréter le point de vue et les souvenirs des peuples directement, des communautés ou des participants à des événements historiques.
Donc c'est un courant d'histoire en fait, enfin une méthode pour faire de l'histoire et écrire de l'histoire par le bas, si on peut dire. De quel côté es-tu allé chercher? Quels textes t'ont inspiré dans ce courant-là? D'abord, elle est très bien ta définition, donc tu me l'enverras. Moi, j'ai fait de l'histoire orale sans le savoir, en fait. J'ai appris que ça existait tout en le faisant. Tout de suite, quand on pense à ça, vient Svetlana Alexievitch, cette écrivaine russe qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années et qui a écrit sur la Russie soviétique, beaucoup. Donc il y avait elle. Il y a eu aussi Jean Hatzfeld qui a fait tout un travail sur le génocide au Rwanda en recueillant de la parole. Du côté des victimes, mais aussi du côté des personnes qui ont commis les massacres. Après, il y a un livre qui est sorti à peu près au moment où j'étais en train d'y travailler et que j'ai trouvé très très bien. C'est 5 mains coupées de Sophie Divry, qui a recueilli des témoignages de 5 personnes qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes et qui ont été mutilées, qui ont perdu une main. Et elle a fait un texte où elle imbrique ses paroles. Là, pareil, on ne sait pas qui parle et les paroles s'enchaînent et c'est vraiment très très bien foutu. C'est un texte très fort. Et après, moi, quand même, le texte qui a fait le déclic sur la forme, c'est un livre que peut-être certains ont vu passer par ici, qui parle de squat, d'un squat à Toulouse. Et enfin s'ouvre La Maison Close de Nathan Golshem. Un très très chouette bouquin. Et moi, quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Voilà. Il y avait cette succession de paroles très rythmées. Alors là, les gens étaient identifiés parce qu'il y en a moins aussi, parce que c'était possible de le faire. Et des paroles plus longues. Et j'ai trouvé que ça faisait un super rythme, que c'était très, très vivant. Donc voilà, j'ai pompé la forme sur ce Nathan Golshem que je remercie. Et voilà, je l'ai mis un petit peu à ma sauce parce que, voilà, justement, identifier les gens, je me suis posé la question, est-ce nécessaire? Et puis, quand on a une telle foule, finalement, on ne va pas les retenir, les noms, ça c'est sûr. Donc, j'ai retiré les noms. Après, il y avait la question de ma place, moi, dans le texte. Et je pensais qu'il allait bien falloir que j'y sois un petit peu pour faire la transition entre les chapitres, etc. Finalement, non. Ça m'a l'air de couler à peu près, donc il n'y avait pas besoin que je sois là. Donc moi, je me suis cantonné à l'introduction. Et après, les gens parlent. Oui, c'était ma prochaine question. C'est est-ce que comment ta démarche a été accueillie par tes interlocuteurs et interlocutrices? Dans ton livre, une réalisatrice, Catherine Pozzo di Borgo, qui était allée réaliser en 91 un film documentaire qui s'appelle donc Sur la mine de Salsigne, qui s'appelle Les Vaches Bleues. Elle raconte que son projet de film c'était un projet de film sur les cancers professionnels et que ça n'avait évidemment pas du tout été soutenu par la direction ni vraiment par les mineurs. Est-ce que maintenant que la mine n'est plus exploitée depuis un moment et donc il n'y a plus d'enjeux économiques et industriels, est-ce que la parole est plus volontaire? D'abord, cette dame, Catherine Pozzo di Borgo, qui malheureusement est décédée. Donc moi, je l'ai eue au téléphone. Elle était très très fatiguée, mais elle était très heureuse de témoigner. Elle a fait 2 très bons films, très beaux reportages, très utiles aussi. Un dans les années 90, donc oui, tout début des années 90. Là, il y avait des grosses difficultés financières à la mine.
Et cette histoire de cancer professionnel, c'était compliqué. Parce que les mineurs voyaient bien qu'ils le savaient, qu'il y avait un gros problème sanitaire. Mais on est toujours, dans ces cas-là, partagé entre la santé et l'emploi, malheureusement. Donc, la direction n'a pas été du tout bienveillante. Les mineurs étaient assez méfiants. Il n'y a que le délégué mineur de l'époque qui a vraiment poussé pour que ça se fasse. Donc ce film s'est fait dans des conditions compliquées, mais elle a ramené quand même, enfin il est très fort. Elle en a fait un deuxième un peu plus de 10 ans plus tard, parce qu'elle voulait revenir voir où ça en était, comment ça a évolué. Et là, elle raconte que en fait, elle a commencé par faire, avant le deuxième tournage, par faire une projection de son premier film. Et là, les gens étaient très très émus, parce qu'il y avait eu des décès, il y avait beaucoup de veuves. Et là, elle a vraiment été accueillie. En plus, c'était les Australiens. Ils ont été beaucoup plus. Ils ont ouvert les portes. Donc, elle a pu aller dans la mine. Elle a pu faire d'autres images. Moi, comment j'ai été accueilli, je dirais bien, vraiment bien. Et c'est même surprenant. Parce que les gens sont quand même un petit peu échaudés. On parle de Salsigne depuis un certain nombre d'années, depuis que ça a fermé, sous l'angle exclusif de la pollution. Donc les gens sont un petit peu échaudés quand même. Mais moi, je trouve que globalement, j'ai été bien accueilli, sauf quelques personnes qui n'ont pas souhaité, qui m'ont dit non. Sinon, je trouvais que quand même, globalement, les gens avaient envie de raconter et avaient des choses à raconter, étaient vraiment volontaires. Parce que finalement, leur histoire à eux, elle n'avait pas réellement été racontée. Quelqu'un d'autre dans le texte, t'as déclaré à ça, de toute façon, pollution, politique, n'y comptez pas, c'est niette. Vous en parlez, mais moi, je vous en parle pas. On te déconseille justement un peu plus loin de parler de pollution pour ne pas te mettre à dos les politiques, entre autres, et les anciens mineurs. Est-ce que l'on peut soupçonner à l'inverse que tes interlocuteurs et interlocutrices, parfois, notamment les anciens travailleurs de la mine et de l'usine, ont fait en sorte de donner une image plus positive que ne l'était la réalité, pour contrer un peu l'image négative collée à Salsigne? À plusieurs reprises, on sent que ça les travaille et qu'il y a cette idée, il y a une expression qui revient tout le temps, c'est cracher dans la soupe. Ils veulent pas cracher dans la soupe. Qu'est-ce que tu as ressenti Alors, ce monsieur qui voulait pas me parler de pollution, je lui dis très bien. C'était quoi votre travail à la mine? Et là, c'est parti tout de suite, parce qu'il était géologue, c'est sa passion, les cailloux. Ils ont tous des vitrines avec des pierres qui viennent de Salsigne ou qui viennent d'ailleurs. Et tout de suite, c'est le métier qui parle. Et là, d'abord, c'est passionnant. Et puis, ils avaient envie vraiment de la raconter, leur histoire, de leur point de vue. Donc déjà, moi, j'ai beaucoup appris. Et après, l'arsenic, il venait tout seul. Parce que, il y a peut-être quand même quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est quand même assez fondamental pour comprendre cette histoire, c'est qu'on parle de mine d'or, mais c'est une mine d'or et d'arsenic. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par ça. L'arsenic est présent dans la roche. Voilà, c'est un minéral, c'est un métalloïde. Donc, on extrayait de l'or, mais surtout de l'arsenic. Et pour vous donner des ordres de grandeur, dans les bonnes années, là, quand ça tournait, c'était entre 8 à 12 grammes d'or à la tonne. 8 à 12 grammes, c'est pas beaucoup. Par contre, dans un des filons les plus arseniés, c'était 200 kilos d'arsenic. Voilà, à la tonne. Ouais. Donc, on peut dire que globalement, c'était une mine d'arsenic avec un peu de poudre d'or, quoi. Donc, l'arsenic, forcément, ils en parlaient. C'était tellement présent. Ils étaient dedans. Et
Et ceux qui ont habité à la cité ouvrière de Lacombe-du-Sault, et il y a une personne ici qui y a habité, on lui donnera la parole tout à l'heure, y a des témoignages comme quoi l'arsenic, il était vraiment présent, quoi. Il était là, il était autour. Donc ils ne voulaient pas en parler, mais ils en parlent. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait une bonne minimisation du problème. Hein, ça c'est clair. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir des témoignages, il y en a qui dissimulent, d'autres moins. Donc quand je revenais, je dis ouais, mais il y a votre copain là, il dit ça. Donc finalement, le beau discours du début, surtout sur la solidarité minière, au bout d'un moment. T'entends les histoires comme il y en a un qui dit de cocu, de mange-merde et compagnie, et voilà, donc ça, il y a effectivement la vitrine, et puis au bout d'un moment, ça se fissure un petit peu, et puis là, on a peut-être un tableau un peu plus proche. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir différents angles différents angles, c'est que ça se complète. Ça se complète globalement, et notamment au sujet de la pollution, parce que là, c'est assez spectaculaire. D'un côté, c'est un Tchernobyl chimique. L'expression a été employée et publiée dans la presse. Et d'un autre côté, moi j'ai des gens qui m'ont dit et ça, hein, les avions, ça pollue pas peut-être ? Voilà. Donc le même m'a dit et le gars là, il se mouche, il jette son Kleenex par terre, ça aussi, ça pollue. Voilà. Donc négation complète ou dramatisation, et voilà. Et moi aussi, j'ai fluctué là-dedans. C'est-à-dire au début, je suis allé voir. Donc il y a un endroit qui est assez, ça signe assez connu pour ça, mais il y a une verse à arsenic. Voilà, on voit sur une pente, il y a une coulée blanche. Là, il y a débat sur à quel point c'est de l'arsenic, enfin en quelle proportion. Bon, moi au début j'y suis allé, voilà, je suis allé voir, bon je savais ce que c'était, mais je suis quand même allé voir de près. Après, retour de bâton, paranoïa totale, une fois que j'ai su, qu'on m'a un peu informé, là je me suis dit non mais n'importe quoi. J'ai vu, donc il y avait quelqu'un... j'ai vu une maison au pied d'un dépôt de déchets miniers avec les petits bassins de rétention, etc. Je me suis dit, mon Dieu, mais on ose faire vivre des gens là-dedans. Sauf que je n'avais pas compris que cette personne, on ne le fait pas vivre là. Il a acheté cette maison en connaissance de cause puisqu'il travaillait à la mine. Et il a profité au moment où la mine cédait ses propriétés pour acheter cette maison à bas prix. Voilà, donc au début, vraiment, mon Dieu, quelle horreur. Et après, non seulement j'y suis allé, mais j'y suis retourné. Et puis un jour, on a cueilli des asperges sauvages dans son jardin, qu'on a mangé en omelette, et la banalisation totale du risque. Et après, je pense que très peu de temps après, j'ai rencontré un professeur de chimie qui, lui, est bien au point sur l'arsenic et les risques qu'il fait courir aux populations. Et là, hop, retour arrière. Bon, voilà. Moi, ça a été très fluctuant, et je pense que dans une moindre mesure, pour les personnes qui habitent sur place, qui n'ont pas vraiment le choix de partir souvent, mais doit y avoir aussi des petites fluctuations entre eux. C'est bon. Vous nous saoulez avec ces histoires, et puis une inquiétude légitime aussi. Est-ce que tu as envie de lire le solo de Denis, ou est-ce que tu veux qu'on continue les questions ? Mais oui, Denis. Donc là, c'est beaucoup plus loin dans le texte. C'est plus loin. Bon, vous allez comprendre de qui il s'agit. Denis. Mon père m'a toujours dit « Ne travaille jamais à l'usine, c'est trop pourri ». Il disait « À la retraite, j'irai à la chasse, à la pêche et aux champignons ». Il n'y est jamais arrivé à la retraite. Il est décédé 1 an avant, à 54 ans. Moi, je suis entré à l'usine à 20 ans.
Au début, j'étais à la bricole. Là, tu fais tout. La charge du four, nettoyer, remplir des sacs d'arsenic pour repasser dans le four, etc. Des fois, le dimanche, les mecs n'avaient pas envie de venir. Ils étaient malades, entre guillemets. Comme on habitait à la Combe du Sceau, toc toc toc, Denis, tu peux venir dépanner ? Il me manque un mec. C'était commode d'avoir la main-d'œuvre sur place. J'ai travaillé 12 ans en tant que SMPCS et 3 ans en tant que SEPS. Après, j'ai fait un peu d'intérim, usine d'embouteillage de vin, puis travaux publics. Je faisais du goudronnage. Là, pareil, le goudron, les produits, j'en ai bouffé. J'ai commencé à avoir des petits tremblements. Je suis allé faire un examen, c'est là qu'on m'a dit Parkinson. J'avais 51 ans. Au départ, je voulais en parler à personne. Je l'ai pas dit à mes gosses, même qu'après ils me faisaient la gueule. Je voulais pas que ça se sache. Finalement, avec cette histoire d'inondation, il y a eu une réunion au Mascabardès avec un médecin du travail. Il a dit s'il y a des gens qui veulent venir me voir pour parler de ça, c'est avec lui que j'ai porté le PET pour faire reconnaître mon Parkinson en maladie professionnelle. Au début, on pensait à l'arsenic, mais c'était pas dans le bon tableau. Les gars qui traitaient les vignes à l'arsénite de soude, ils ont été reconnus maladie professionnelle arsenic. Et moi, je rentre pas dans leur tableau alors qu'on l'a fabriqué. À 58 ans, j'ai été mis en invalidité à cause du Parkinson et de mes problèmes cardiaques. Finalement, je suis reconnu maladie professionnelle pour le manganèse. On brûlait des piles dans le four et dedans, il y a du manganèse. C'est le médecin du travail qui a fait le lien. Lui, il me soutient vraiment. Je ne sais pas si je vais toucher du pognon. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont décédés. Et il y en a d'autres qui doivent être malades et qui ne le disent pas ou qui ne font pas le lien. On savait que ça polluait, mais franchement, je pensais pas que ça me filerait cette putain de maladie. Je crache pas dans la soupe. On était bien payés, mais quand même. Parkinson, ça te bouffe petit à petit. Le matin, quand je me lève, j'ai du mal à démarrer. J'ai les orteils qui se recroquevillent. Quand je marche, ça me fait mal. Je suis vachement lent. Des fois, je suis complètement KO. Une fois, j'ai eu une sciatique. Pendant 3 semaines, j'avais les béquilles. Là, j'ai 10 comprimés par jour. Ça a baissé, avant j'étais à 12. Je dois les prendre à heure fixe, 6 heures du matin, midi, 7 heures le soir. J'ai une alarme sur le téléphone. Je vais peut-être reculer celui du soir parce qu'à 2-3 heures du matin, je dors plus. Ça provoque des insomnies et des douleurs. Il faut trouver le bon réglage. J'aimerais bien qu'il trouve avant que je sois dans un fauteuil roulant. Parce que pour aller à la chasse, le fauteuil, c'est pas terrible. Évidemment, il est impossible, comme on le voit, d'aborder la question de l'histoire de la mine et la réalité de l'après-mine en occultant les problèmes environnementaux de pollution. Quelqu'un te dit au fil de tes rencontres avec que exploiter une mine d'une certaine manière, c'est une opération de gestion de déchets parce que le métal contenu dans le minerai, c'est souvent moins de 1% du volume total. On se rappelle des chiffres que tu nous as dit à l'instant. Et je me demandais si exploiter une mine, c'est déjà une gestion de déchets. En fait, quelles sont les problématiques de l'après-mine ? Voilà, 1%, ça paraît complètement ridicule, mais 1% d'une tonne, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, il me semble que ça fait 10 kilos. Mais là, on en est bien loin avec l'or. On n'est pas du tout à 1%, vu qu'on est maintenant, on exploite des mines à 2 grammes, 1 à 2 grammes à la tonne. Donc en fait déjà à la tonne, c'est à la tonne de minerai. Donc pour accéder au minerai, il faut déjà dégager toute la roche, tout le stérile entre guillemets, c'est-à-dire c'est des roches qui ne sont pas exploitables économiquement. Donc il faut dégager le stérile, ce qui fait déjà un gros volume. Et après, dans cette tonne qu'on extrait, cette tonne de minerai, on prend à la pince à épiler, là, on prend le gramme, là, hop, on l'enlève, on ne voit pas la différence. Mais déjà, une tonne un volume de roche qui est sorti, ça prend le double. Donc on est en fait face vraiment à quelque chose qui est de l'ordre de la gestion de déchets, parce que la très très grande
plus grosse partie de ce qu'on a extrait va terminer en dépôt, que ce soit en dépôt de stériles, qui ne sont pas complètement anodins au niveau environnemental, et des dépôts de résidus miniers, de résidus de traitement. Parce que la roche, une fois qu'elle est extraite, on la concasse, après on la broie, et après elle est traitée de différentes façons. Donc à Salsigne, ça a été de la pyrométallurgie pendant une période, c'est-à-dire qu'on brûle dans des fours, dans des hauts fourneaux, on brûle le minerai, ce qui dégage des gaz. Donc pendant toute une période, il y a eu de l'arsenic qui est passé par les cheminées. Dans les années 1930, on appelait la région de Salsigne le pays des fumées. Et c'était invivable. En fait, il y avait énormément de plaintes. Il y avait donc de l'arsenic qui se dégageait, mais aussi du dioxyde de soufre. Donc c'était vraiment très très problématique. Donc ça, c'est des pots qui sont partis dans les airs, mais surtout qu'il y a beaucoup de vent, mais ça s'est répandu alentour. Et à partir des années 90, quand ce mode de production a été complètement obsolète, parce qu'il n'y avait plus de débouchés pour l'arsenic, donc ça ne servait plus rien de le récupérer, il était plus valorisable. Donc on a changé, on est passé à de l'hydrométallurgie, où là c'est avec des bains de cyanure. Et donc tout l'arsenic qui avant était récupéré, était un produit, c'est devenu un déchet. Alors bon, c'est un produit, ça reste un produit toxique. Qu'est-ce qu'on en faisait de ce produit? Pour une bonne partie, on le mettait dans les vignes. Donc de toute façon, il était problématique. Mais là, il est... Oui, exactement. Exactement. Donc il y a eu une période, ce qui n'est pas d'ailleurs étrangère à la présence de Canadiens et en arrière-plan d'Américains dans les années 60, c'est que l'arsenic de Salsigne a servi comme pour composer l'agent orange qui a été utilisé au Vietnam. Voilà, ça a été un des débouchés. Il y a eu d'autres débouchés, alors j'ai appris pour le bois, pour traiter le bois, donc les poteaux téléphoniques par exemple, le bois pour... surtout aux États-Unis, mais les poteaux téléphoniques, ça, on en a un paquet en France qui ont été traités au cuivre, chrome, arsenic. Bon, voilà, toute une gamme de débouchés qui, au fil de l'évolution des normes environnementales, n'ont plus été autorisés. Donc ça n'avait plus d'intérêt économique. Donc c'est devenu, quand on a changé de mode d'exploitation, c'est aller en dépôt. Donc sur des dépôts, il y en a deux principaux à Salsigne. Et des dépôts qui ont des problèmes d'étanchéité, donc qui font des problèmes qui persistent. Et il n'y a pas que l'arsenic, en fait. Voilà. Donc il y a d'autres produits et il n'y a pas non plus que la mine, parce qu'il y a eu d'autres industries, notamment l'industrie du délainage. La Montagne Noire est assez connue pour ça. Donc là, on utilisait du chrome, notamment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La présence d'une industrie polluante est très pratique pour dissimuler d'autres activités polluantes. Et comme a dit une personne, on mettait ça sur le dos de la mine. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a eu d'autres activités. Un incinérateur d'ordures ménagères sans aucun filtre, où on brûlait de tout, des piles, des déchets médicaux, ce genre de choses, qui s'est arrêté dans les années 90. D'autres petites tentatives de refourguer les bouts de stations d'épuration aux agriculteurs. Donc ils ont eu ça aussi. Voilà. Donc quand il y a une zone... quelqu'un m'a dit, quand on est pointé du doigt, on l'est pointé à vie. C'est-à-dire que sous couvert d'une pollution avérée, on essaye d'en dissimuler d'autres, parce que c'est pratique. Il y a eu notamment un gros projet
de dépôts d'ordures ménagères, enfin pas que ménagères d'ailleurs, une grosse décharge. Et ça, la mobilisation citoyenne a réussi à le faire capoter. Mais sinon, c'était bien. Pourquoi là? Les rapports disaient des personnes qui sont déjà sensibilisées à la pollution. Voilà. Bon. En gros, les gens ferment leur gueule, donc allons-y gaiement, quoi. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Et quel était pour toi l'enjeu de parler d'une mine fermée depuis plus de 20 ans, en dehors de ces problématiques d'après-mine? En ce moment, on parle beaucoup de réouverture de mines. Là, particulièrement mines de lithium. Parce qu'avec cette transition énergétique, écologique, ou quel que soit le qualificatif qu'on donne à ce processus en marche, tout ça repose sur des métaux. Il y a des gros besoins. La voiture électrique est très consommatrice de métaux, la numérisation énormément, l'intelligence artificielle, la 5G, tout ça, ça paraît très immatériel, mais ça ne l'est pas du tout. C'est extrêmement lié à de l'extraction de métaux. Donc là, depuis une quinzaine d'années, 10-15 ans, on parle de réouverture de mines. Il y a Arnaud Montebourg qui avait fait une tentative plutôt dans un élan industriel, patriotique. Il faut qu'on ait réindustrialisé la France. Ça n'a pas vraiment pris. Ils se sont pris même un gros râteau parce que toutes les demandes de permis d'exploration et d'exploitation ont été refusées. Voilà, une belle mobilisation. Mais là, c'est revenu de façon assez insidieuse parce que c'est pour des raisons écologiques. On va quand même pas soutenir l'industrie du pétrole. Il faut bien passer à la voiture électrique. Donc là, on n'a pas le choix. Et puis la numérisation, etc. C'est de toute façon, c'est l'évolution. Voilà, ça semble être quelque chose d'assez naturel. Bon, ça l'est pas du tout. C'est un projet politique. Mais en tout cas, tout ça est très très gourmand. En métaux, mais gourmand, c'est pas du tout le mot adapté, c'est un délire complet. Parce qu'en plus, ce projet n'est même pas réalisable, vu que, ne serait-ce que pour électriser, pour faire passer le parc de voitures français en électrique, il n'y a même pas assez de métaux dans le monde. Donc c'est même pas réalisable. Mais en tout cas, il y a cet argument-là, et il y en a un autre qui est mieux vaut faire des mines en France, où on a des normes environnementales qui tiennent la route, plutôt que de laisser ces saccages en République démocratique du Congo, par exemple. Alors là, d'un seul coup, ça semble poser souci, alors qu'on sait très bien ce qui s'y passe, ou en Chine, etc. Donc voilà, on fera mieux de les avoir en France. Sauf que c'est vraiment... c'est du foutage de gueule, parce que c'est pas... là-bas ou chez nous, c'est là-bas et chez nous, les deux. Donc voilà, moi, c'est pour ça que entre autres, que je me suis intéressé aux mines, mais aussi de me dire, mais en fait, de quoi on parle? Est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle quand on parle de réouverture de mines? Parce que dans l'imaginaire, la mine, en France, tout du moins, c'est la mine de charbon. On ne sait pas vraiment ce que c'est ces mines dites métalliques, qui sont très différentes des mines de charbon. Donc une personne m'a un peu expliqué pourquoi on a vraiment une mémoire de la mine de charbon. On m'a cité plein de fois Germinal. Il y a des musées, il y a des livres, il y a de la fiction, il y a plein de choses, il y a des films. Pour les mines métalliques, il n'y a pas tout ça. Et en fait, ça s'explique justement par ce problème de pollution que ça lègue. Non pas que la mine de charbon n'en lègue pas, mais d'une façon différente. Et
moi j'avais envie qu'on ait un imaginaire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on sache un petit peu ce que ça a été, ce travail, comment ça a évolué et ce que ça laisse comme trace. La mine de Salsigne, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a une période d'exploitation longue. C'est rare des mines qui soient des mines métalliques qui aient été exploitées aussi longtemps. Là, c'est 1 siècle d'exploitation. Bon, sachant que pour le charbon, parfois, on a 3 siècles d'exploitation. Donc là, il y a vraiment une culture minière, il y a quelque chose qui reste. Mais souvent, les mines métalliques, par exemple, dans la Montagne Noire, il y en a eu plein. Mais elles ont été exploitées 10 ans, 15 ans. Et puis elles ont fermé. Donc ça laisse peu de traces. Et à Salsigne, c'est assez stupéfiant, l'absence de traces. On ne voit rien, quoi. On voit, il y a tout juste un chevalement, donc cette espèce de derrick là, qu'on voit avec une roue. Là, c'était pour la roue du treuil, pour actionner la cage à une époque. Il reste le cratère de la mine à ciel ouvert, parce que Salsigne, ça aussi j'ai oublié de le dire, mais elle a quand même la particularité d'avoir été exploitée en souterrain et en mine à ciel ouvert. Ça, c'est pas très courant. Donc, l'exemple de Salsigne, il est vraiment intéressant. Il y a un problème aigu aussi avec la gestion de l'après-mine. Donc si on ne regarde pas ce qui s'est passé à Salsigne avant de rouvrir d'autres mines, c'est clairement qu'on a envie de fermer les yeux. Et aussi, moi, ce que je voulais mettre un petit peu dans le paysage mental, c'est ces dépôts de déchets miniers. Parce qu'on va imaginer la mine, une mine souterraine, on voit à peu près, ça doit être des tunnels, on imagine à peu près. Bon, ce qu'on n'imagine pas, par exemple, c'est qu'il y a une immense salle très haute de plafond, il y a des camions qui circulent, des engins, alors à une époque, hein, mais ça tend à changer, mais pas complètement, des engins diesel, donc de la fumée, du bruit. Quasiment tous les mineurs ont des problèmes d'audition, la moitié sont quasiment sourds. Voilà, enfin, une ambiance quand même très très particulière qui tend maintenant à changer avec l'électrification et l'automatisation, enfin les engins téléguidés. Mais il y a ça. La mine au ciel ouvert, on voit à peu près des gros camions qui circulent, des camions énormes là, avec des roues on fait passer un 4x4 en dessous. C'est des monstres. Et ça, qui montent du fond de la mine là, comme des fourmis là. Donc ça, on le voit à peu près. Par contre, ce qu'on voit pas du tout là, absent du paysage, c'est ces dépôts de déchets miniers. Donc là, à Salsigne, on peut les voir, sauf que si on vous dit pas ça, voilà, là c'est un dépôt, on peut pas le savoir parce que la végétation a repoussé. Donc effectivement, le sommet est bien plat. Bon, ça c'est quand même un indice, mais on le voit pas. Et en fait, surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est ce que c'était, comment ça se constitue ces dépôts. Et donc dans un de ces documentaires, dans le deuxième documentaire dont on a parlé tout à l'heure, on les voit, ces dépôts. Et en fait, les déchets miniers sont envoyés par des tuyaux, c'est liquide, et il y a des espèces d'arroseurs, là, comme dans les golfs, là, et ça projette ces matériaux. Et donc, le plus lourd tombe au plus près, et le liquide va un petit peu plus loin. Et ça s'évapore. Et donc, après, il y a un type avec son bulldozer là, qui passe et puis qui tasse tout ça. Là, et une fois que c'est bien sec, bien tassé, et ben, allez hop, on décale de 10 mètres, ça s'appelle des cyclones, on décale les cyclones et hop, on recommence. Et un étage de plus, et un étage de plus. Et en fait, ça, bon... Il y a des autorisations, c'est encadré, ok. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils ont une autorisation pour tant de tonnes, et puis là, il y a un gros problème, et c'est pas évident d'en recréer un autre. Donc, allez, une petite dérogation, et puis encore une autre, et puis encore une autre.
Et y a des barrages comme ça. Alors c'est fait sous cette forme ou d'autres formes. Parfois c'est vraiment une retenue avec une digue et ça retient donc les déchets miniers. Et il y a très souvent quand même dans le monde des ruptures de barrages. Donc il y en a eu au Brésil, des ruptures absolument dramatiques, en Roumanie aussi avec une pollution au cyanure du Danube, c'est terrible. Et ça, en fait, l'industrie minière fait tout pour que ça ne fasse pas partie du paysage. Et donc c'est important de connaître un petit peu le fonctionnement. Alors les gens vont dire, ah là là, mais Salsigne, c'était complètement archaïque, ça n'a plus rien à voir, c'est pas la peine de comparer. Bah, d'abord, il n'y aurait pas de mine moderne s'il n'y avait pas eu Salsigne et d'autres mines comme ça avant. Donc ne serait-ce que pour retracer l'histoire, il faut quand même s'y intéresser. Et ensuite, oui, ça a changé, mais pas tout. Il y a encore des étapes, là pareil, qu'on passe à la trappe, mais le concassage du minerai, donc là c'est pour le casser en gros cailloux, ça c'est des tambours de machines à laver, quoi, avec des boulets, des boulets, je sais pas, c'est en métal, il me semble, et qui broie, qui concasse. Enfin, il y a deux. Là, je suis en train de mélanger deux opérations, hein, mais il y a concassage et broyage. Donc, le concassage, c'est mécanique. C'est le broyage qui fait le tambour de machine à laver. Donc, ces opérations-là, de toute façon, elles y seront encore. Il y a du transport par camion. Donc, il va y avoir des ouvriers qui vont nettoyer les machines, etc., qui seront vraisemblablement des sous-traitants qui ne pourront pas bénéficier de tout ce qu'il y a eu quand il y a une histoire d'exploitation longue, c'est-à-dire un syndicat qui protège, un souci, un suivi au niveau de la santé, etc. Donc autant savoir quels sont les points problématiques pour pouvoir aller questionner. Et pour ça, qu'est-ce que vous comptez faire ? Et c'est un petit peu l'idée aussi, c'est que ce bouquin-là peut-être puisse servir. Et aussi, comme il y a une histoire quand même très conflictuelle et très... le dialogue est devenu très très difficile maintenant entre les pouvoirs publics et les personnes qui dénoncent la pollution et qui les pressent d'agir. Là, le dialogue, il est vraiment très très compliqué. Donc... en mettant toutes les paroles différentes dans le même bouquin, j'ai l'espoir que des gens vont au moins lire, enfin, d'une certaine façon, puisqu'on est dans l'oral, s'écouter, même si ce n'est pas directement. Donc il y a aussi dans les témoignages un préfet. Voilà, ça me paraissait intéressant de voir aussi comment appréhende les choses, comment un préfet appréhende les choses quand il est dans un cas comme problématique d'après-mine ou une chef de service donc qui a la responsabilité de la gestion du site. Moi, je pense aussi que savoir comment ça fonctionne, ça permet d'aller questionner ces personnes-là, d'aller leur poser des questions précises. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça ? Dans votre dossier, là, très, très beau, vous ne mentionnez pas ce que deviennent... je sais pas moi, les résidus, enfin comment vous faites pour gérer, comment vous assurez l'étanchéité, etc. Plus on en saura, plus on sera à même de questionner et peut-être de faire reculer certains projets, sachant que quand même, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, parce que moi j'enregistrais avec mon téléphone, et ils me disaient, dans votre truc là, il y en a des métaux, hein. Il y a de l'arsenic, hein. Il y a de l'or, il y a ceci, il y a cela. Voilà, il y a une quantité incroyable de métaux hein, dans un smartphone. Donc peut-être aussi que ça nous questionne, nous, sur nos modes de vie, nos modes de consommation. J'ai bien dérivé. Hein. Mais c'était intéressant. Tu parlais justement des paysages et que tu essayais de donner, dans ton livre, essaye de donner aussi à voir les traces laissées dans ce paysage qui est... on a traversé les époques, donc forcément les paysages ont subi de gros changements.
au fur et à mesure de l'installation de l'usine, la fermeture de la mine, etc. Et certains et certaines te font, au cours des entretiens, des descriptions du paysage, de la vallée de l'Orbiel. Je trouve des passages très beaux, il y a des descriptions très réalistes et d'autres, au contraire, très poétiques. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette partie-là de ton écriture, enfin, de ce qui t'a été dit? Il y a des gens qui m'ont très bien décrit la mine, l'intérieur, les cités minières, à quoi ressemblaient les logements, qui m'ont parlé de choses du quotidien, mais sur les paysages, finalement, j'avais pas grand-chose. Donc, j'ai fait venir une amie qui est prof de français, qui aime beaucoup décrire les paysages. Et je lui ai dit, bah vas-y, dis-moi ce que tu vois. Et c'était super, parce qu'elle m'a raconté, voilà, elle trouvait des trucs. Bon, voilà, cette verse à arsenic dont je parlais, là, qui est une espèce de coulée blanche, mais un peu marronasse, parce qu'avec le temps, là, vu que l'arsenic part dans la rivière, bah, ça devient un peu plus marron, là. Et puis elle me dit, ah, c'est quand même ce truc-là, on dirait de la morve, là, comme si la montagne reniflait. Voilà, elle avait des comparaisons qui, moi, me seraient pas venues à l'esprit. Puis, de toute façon, moi, j'étais pas le sujet de. Enfin, c'est pas moi qui parle. Donc, même si j'avais eu envie de décrire, bah, c'était pas à moi de le faire. Donc, elle a apporté, je trouve, un petit peu d'éléments de décor, et je trouve que c'est important quand même. À quoi ça ressemble, parce que ça pose question. Et une autre personne qui m'a fait lire un texte qu'elle a écrit sur l'Orbiel, la rivière qui coule dans cette vallée, un très très joli texte où l'Orbiel prend sa source, voilà, c'est son enfance, prend sa source dans un petit plateau, et puis après l'adolescence, là, hop, ça descend là dans la vallée, et puis l'âge adulte, et puis les aléas de la vie. Enfin, ouais, un super texte, j'ai dit moi. Mais bon, problème, c'est moi je vais pas lui pomper son texte, et puis c'est de l'oral. Donc j'ai dit bon bah vas-y, raconte-moi ton texte. Donc elle me l'a raconté, et elle l'a rendu encore plus vivant, je trouve. Donc voilà, bon, c'est des petites touches, hein, parce que globalement, c'est pas non plus, c'est pas je dirais, le souci premier des gens de décrire, ce qui est dommage, mais en fait, peut-être que c'était à moi aussi de susciter cette parole. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir eu ces deux-là. Et en lisant la dernière partie de ton livre, donc, qui s'intitule « Et maintenant », je me demandais justement, parce que tu vas chercher des personnes qui sont liées à la mine, mais de manière plus indirecte, et je me demandais comment on clôt un projet d'histoire orale, comment on sait qu'on a fait le tour des personnes qui pourraient nous en dire toujours plus et ouvrir toujours des champs de réflexion nouveaux. C'est sans fin en fait, hein. À chaque fois il y a une autre personne à aller voir, et puis une autre, et puis une autre, et au bout d'un moment moi j'en pouvais plus, quoi. J'ai dit non mais stop, quoi, stop. Et surtout bon, ça se répète aussi beaucoup, c'est des choses que j'ai entendues, mais on peut pas dire aux gens non mais c'est bon je sais, vas-y. Donc oui, il y a un moment j'ai dit ouais, je disais ok ouais, j'irai les voir, mais je les ai surtout pas appelés. Et puis, bon, il fallait aussi, une fois que j'avais ça... Alors, le problème, c'est que j'ai pu commencer à écrire que quand j'avais tout le matériau disponible. Parce que quand on fait du montage, il faut tout avoir sous la main. Parce que sinon, si quelque chose qui arrive après, bon, ça fout tout par terre, quoi. Donc, j'avais quand même bien attendu. Mais là, j'avais quand même... C'est plus sympa de faire du montage que de retranscrire. Donc, je sentais que s'il était temps que ça se termine, je pensais que j'avais à peu près tout ce qu'il me fallait, mais la question de la fin, oui, c'est justement comment finir. Et moi, je trouvais ça assez terrible voilà, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un problème, un de plus, il y en a un, c'est même pas à 100 km de chez vous, c'est insoluble, etc. Bon, super, un problème de plus sur les épaules, on n'a pas besoin de ça, donc moi, je voulais quand même que ça finisse sur une note plus positive. Bon, j'ai fouillé dans ce que j'avais de plus positif. J'avais pas grand chose à me mettre sous la dent, donc là j'ai rappelé les gens, je dis bon, et tu veux pas me dire là c'est quoi les raisons un peu d'espérer là?
Et puis finalement, les gens trouvaient un petit truc, et puis un autre, ouais, allez hop, c'était parti. Et quand même, il y a des gens qui sont très contents d'habiter là, qui sont heureux, qui partiraient pour rien au monde de leur vallée qu'ils aiment. Et ils l'ont dit, ça aussi. Je trouve ça chouette. Après, je suis allé chercher un petit peu voilà, d'autres paroles de gens voilà, qui ont d'autres points de vue. Il y en a un qui m'a dit, par exemple, que un des points positifs d'habiter dans la montagne noire, c'est qu'on est vachement moins emmerdé par les flics qu'ailleurs, parce que on est dans le trou du cul de 3 départements, donc ils viennent pas, sauf pour aller voir les mecs qui font des teufs sous les éoliennes. Et ben, c'est un point positif et ça mérite d'être dit, même si on s'écarte un petit peu du sujet. Mais voilà, finalement, il y avait plein de chouettes choses, et ce qui, moi aussi, correspondait un petit peu à mon ressenti, c'est que, bon, ok, il y a cette histoire, mais on l'oublie, quoi, une fois qu'on est sur place. Voilà, moi, c'est ce que je trouve, moi, que j'ai trouvé très fort, c'est que c'est de l'humain, donc c'est pas cette vallée, c'est dans tel village, ah bah oui, il y a machin, machine, c'est des gens qu'on croise, un petit vécu, enfin des relations qui se sont tissées, et voilà, ça a de l'importance. Donc je pense j'avais envie que ça se sente sur la fin, et qu'on soit sur une note plus positive. Voilà, j'espère que j'y suis arrivé. Bon, ton livre n'est sorti que depuis 3 semaines, mais est-ce que tu as déjà des retours de lecture de ceux et celles que tu as interrogés, ou c'est vraiment trop tôt pour en avoir? Alors oui, j'ai eu un seul retour, mais donc cet ancien mineur qui a beaucoup contribué, dont je vous parlais, il m'a appelé, il me dit j'ai reçu ton bouquin hier. Bon, il y a 2 conneries. Et il commence par me dire les 2 conneries. Bon, en fait, c'était vraiment minime. Mais la nouvelle, c'est qu'il l'avait reçu la veille au courrier, et qu'il en était aux 2 tiers. Voilà. Bon. Après, c'est pas le genre à s'épandre en louanges et en remerciements. Donc, mais voilà, j'étais très touché. Non, c'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt pour avoir des retours. Mais j'en aurai, parce que oui, mais ça vient après. Vas-y. Si tu veux parler du réseau de distribution, non, pas spécialement. Oui. On a essayé de mettre en place un petit réseau de distribution dans la montagne noire, qui est globalement un petit désert culturel. Enfin, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses, mais en tout cas, les librairies, ça pullule pas dans la montagne noire, à part à Montelieu, où il y en a 17, mais sinon, il n'y en a pas. Voilà. Elles sont toutes au même endroit. Et puis, c'est des bouquins d'occasion, donc il faudra attendre pour que le mien finisse là-bas. Mais voilà, pour que les gens aient accès à ce livre dont ils ont été contributeurs, on a mis en place avec des amis un réseau le réseau, c'est le leur, hein, il existe. Donc c'est 2 personnes qui font un journal local sur la montagne noire, qui est distribué très largement, puisqu'ils ont une centaine de points de dépôt. C'est un truc assez incroyable. Et donc, ils ont mis en dépôt mon bouquin dans une douzaine ou une quinzaine d'endroits, donc des épiceries, bars, mairies, l'accueil des châteaux à l'Astour, etc. Ce qui fait que les gens vont pouvoir le trouver plus facilement, et pas aller à la librairie à Carcassonne, ce dont je doute, ou avoir recours à Amazon, ce que j'espère. Enfin, qu'ils ne feront pas. Et voilà. Est-ce que tu veux terminer ce temps d'échange par une dernière lecture, le solo Jill, ou est-ce que tu veux tout de suite répondre aux questions? C'était quoi? C'était qui? C'était Gilles. Ah oui. Gilles.
Je suis né à Carcassonne, mais dans ma jeunesse, j'étais beaucoup plus tourné vers Limoux que vers Carcassonne, ce qui explique peut-être que je n'avais jamais entendu parler de Salsigne tout en étant audois. J'étais professeur de PS en région parisienne. Au bout de 3 ans, j'arrive à me faire muter à Carcassonne. Ma femme était enceinte, on trouve un appartement et on se dit « Tiens, on va visiter des maisons », presque pour passer le temps. Et la deuxième qu'on visite, c'est celle-là, au Mascabardès. On a eu un coup de cœur sur le coin, le paysage. J'étais jamais venu me balader par là. Donc on achète la maison et on emménage début 2003. Ma fille aînée avait 3 semaines, c'était la maison du bonheur. Assez rapidement, on entend parler du projet de stockage d'ordures ménagères, la SAC. Je vais à des réunions, je m'informe, et là j'entends parler de la mine d'or. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans ces histoires de pollution. La nuit, ça me cogitait. Je me disais, merde, on est tombé où là ? Il me tardait de me lever pour faire des recherches sur tel ou tel site dont j'avais entendu parler. On s'est posé beaucoup de questions. J'ai une sensibilité par rapport à la nature. J'ai envie de me promener tranquillou, de faire du vélo, de ramasser des champignons, des châtaignes. Bah, il y a des coins où je ne vais pas. Une contamination comme ça, petit à petit, semaine après semaine, tu ne sais pas ce que ça peut t'amener. Si vraiment je sentais les enfants en danger, s'ils avaient mal à la tête ou des choses comme ça, on serait déjà partis, mais on n'en est pas forcément là. C'est sûr qu'on n'est pas totalement serein par rapport à ça. D'un autre côté, on s'est investi ici, on a fait des travaux. Vendre la maison moitié prix pour acheter ailleurs, c'est compliqué. Et pour se reloger où ? Je me suis mis dans des associations pour essayer d'amener une solution à ce problème, dans le sens d'une dépollution. C'est dur, on a tout contre nous. Je ne suis pas forcément content de mener cette lutte, mais je suis content d'avoir connu des gens à travers cette lutte. Certains sont devenus de bons copains. C'est quand même bien d'en avoir tiré un peu de positif, parce que cette histoire, elle est moche du début à la fin. Ça, c'est son point de vue, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit « Bon, ok, il y a la pollution, mais il y a eu une âme quand même à celle-ci, il y a eu quelque chose, hein, il n'y a pas que ça. » Donc voilà, c'est contrebalancé à chaque fois par d'autres points de vue. Voilà, moi mes questions sont terminées, mais j'en ai certainement oublié beaucoup et peut-être que des gens n'ont pas forcément des questions mais ont envie d'ajouter quelque chose. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ça marche, oui. C'est bon ? Bon. Donc, c'est une question toute simple. Je voulais savoir il y avait combien de communes concernées par cette mine et est-ce qu'elles ont... est-ce qu'au plan politique, ça a créé quelque chose ou pas ? Alors, c'est une très bonne question. La mine était essentiellement sur 2 communes, Salsigne et Villanière. On parle de la mine de Salsigne, mais sachant qu'à partir du moment où c'est passé en exploitation à ciel ouvert, c'était plus sur le territoire de Villanière, qu'on a tendance à oublier. Et après, il y a surtout l'usine. L'usine de pyrométallurgie, elle était sur 3 communes. C'est une espèce de découpage un peu bizarre, très propice à des conflits de communes, parce qu'il y avait cette histoire de taxes professionnelles. Et donc, il y avait des communes qui avaient les emmerdements et peu de taxes professionnelles, et puis une commune qui avait une petite enclave là, qui venait là, sur le territoire où il y avait l'usine, et qui est une commune plutôt en hauteur, et qui, elle, avait la taxe professionnelle et pas les emmerdements. Donc, il y a, disons, 5 communes à peu près concernées vraiment sur leur territoire. Après, pour les questions de pollution, bien plus largement. Parce que la pollution, déjà, celle qui est charriée par l'Orbiel, elle fait toute la vallée jusqu'à Trèbes, à la confluence avec l'Aude. Et puis après, la pollution ne s'arrête pas. Hein, et là aussi en souterrain, dans la nappe. Donc là, on voit la progression de la pollution avec les prélèvements qui sont faits dans les puits.
Donc ça concerne plus de communes. Et puis il y a celles qui ont été aussi touchées par la pollution à une époque plus lointaine, quand les fumées n'étaient pas traitées correctement. Donc là, ça a été une quinzaine de communes autour. Et puis quand les agriculteurs quand la pression du voisinage a été suffisamment forte pour décider l'industriel à prendre des mesures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une cheminée plus haute. Celle de 45 mètres a été remplacée par une de 115 mètres, ce qui fait qu'avec les vents dominants, là, il y a 300 jours de vent là-bas, au lieu de 15 communes, c'est 40 communes qui ont été touchées. Donc en fait, moi, on m'a dit, ça va à peu près de Bram jusqu'à Béziers. Là, pour les dépôts aériens, à une certaine époque. Alors, leur gravité, là, je ne suis pas... La gravité de ce problème qui est légué, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, Salsigne a rayonné assez largement. Et après, bon, il y a cette question de pollution, mais après, sur le rayonnement économique, Salsigne, ça a été un des poumons économiques. Enfin, c'est un peu bizarre de parler de poumons, là. Mais disons que ça a été un gros moteur économique de la région. C'était le gros employeur. Les ouvriers étaient plus payés que les fonctionnaires à la préfecture. C'était pas rien. Donc il y a cette histoire aussi. Ça a rayonné largement. Et comme vous voyez, on est venu aussi de loin pour travailler à Salsigne. Notamment quand les autres mines ont fermé. Parce que dans les années 80, on était quand même sur une politique de fermeture de mines. Et donc Salsigne, qui était géré par l'État, a récupéré les mineurs qui venaient d'un peu partout, de Caen notamment, où il y avait des mines de fer. Il y a des mineurs qui venaient de Normandie, il y en a qui sont venus de Lorraine. Sarah, non, on entend de faire venir de la main-d'œuvre étrangère, pas chère. Et bon, je sais pas si je le formulerai de les gens, ils veulent vraiment trop venir de super loin pour venir travailler à la mine. Alors, clairement, il y a une main-d'œuvre qu'on est allé chercher en Algérie, au Maroc, notamment. À la fermeture d'une mine au Maroc, un monsieur m'a raconté les bus sont... il y a des recruteurs et des bus qui sont venus emmener les mineurs marocains, donc qui sont arrivés plus tardivement que les mineurs algériens qui étaient là avant. Oui, c'est une histoire d'émigration, ça c'est clair, des ouvriers polonais aussi, c'est souvent la pauvreté qui a amené les gens à la mine, ça c'est clair. Après, pour le reclassement des mineurs d'autres régions, bon, c'est toujours problématique de quitter sa Lorraine, sa Normandie pour aller dans le sud comme ça. Il n'empêche que ces gens-là, ils ont pu compléter leurs années, compléter leur retraite. Il y en a qui sont partis à 45 ans à la retraite, avec une retraite tout à fait correcte et qui sont très contents d'avoir fini leurs années à Salsigne. La mine a eu ce rôle-là aussi. Donc là, actuellement, moi j'ai vu des jeunes retraités de la mine, 65 ans, pleine forme, 20 ans à la retraite depuis 20 ans déjà. C'est assez incroyable, avec un très bon niveau de vie. Et il y a des gens, Parkinson, cancer, retraite incomplète. Voilà, il y a des différences assez fortes. Oui, j'aimerais savoir si des gens vous ont parlé de la période où il y avait les Australiens. Après le BRGM, quand l'État français a racheté, donc on a comblé le trou. Donc après, ils sont arrivés, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient promis qu'ils allaient enlever, il y avait déjà trop de
trop de matériaux, qu'ils allaient en enlever. Quand ils sont partis, il y en avait 2 fois plus quand ils sont arrivés. Et pendant tout le temps, après la guerre du Golfe, etc., moi j'étais journaliste bien avant dans la région, je connais bien le début de Salsigne, où il y avait un déni total. Jusqu'en 80, si vous alliez trouver un CGTiste, il n'y avait rien à Salsigne, tout se passait bien, il y avait quelques accidents du travail, c'était tout. Alors qu'il y en avait déjà qui parlaient de cancer. Mais au sujet du puits, parce qu'il y a 2 mines à Salsigne, bon, c'est pas celle à ciel ouvert, bon, il n'y a rien à dire dessus, mais celle du puits, c'est la seule mine en France qui a été bouchée au ciment. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a dit. Il a été bétonné. Ce qui est une aberration, puisqu'on dit toujours qu'il faut pouvoir revenir sur les lieux pour pouvoir l'enlever. Ça a été bétonné parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé des déchets, c'est les Australiens, qui ont fait venir des camions. Il y avait des norias toutes les nuits. Je ne sais pas si vous en en parlez. Parce que ça, c'est dans un déni qui ne se dit pas. Enfin, a priori, pourtant, c'est déjà documenté. Et donc, on a balancé des déchets, même des déchets de la guerre du Golfe, en particulier des véhicules qui avaient été contaminés, vous savez, par les bombes. Pour faire le poids des bombes, on met du plutonium, enfin, je sais pas, qui est mort. Et donc, les camions, ils sont foutus après. Donc, ils ont balancé des déchets pharmaceutiques et une grosse partie de déchets de décodeurs de Canal+, parce qu'à un moment, ils ont changé de... Et ils ont rempli, et après, pour cacher tout ça, ils ont bouché. Et après, ils ont rendu la mine, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Et ils se sont gavés pendant quelques temps. Alors, moi, je l'ai entendu de mineurs qui ont travaillé dans les fours qui brûlaient avant qu'on aille le mettre. C'est pas des... Alors oui, les Australiens, évidemment, c'est la période la plus récente, on en a beaucoup parlé. On a parlé déjà, qu'est-ce que c'est des Australiens qui débarquent dans la montagne noire, qu'est-ce que ça provoque comme un peu choc de culture, on en a beaucoup parlé. C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce qu'en fait il y a beaucoup de légendes qui circulent sur Salsigne. Alors, on m'a parlé de camions qui venaient se déverser dans les galeries de mines. Ça démenti immédiatement par tous les mineurs. Mais non, impossible. La descendrie, elle a été bouchée, donc des camions ne pouvaient pas accéder. On a bouché effectivement les principaux puits, ça pour des raisons de sécurité. Ce qui s'est passé, c'est avec le four, c'est le four de pyrométallurgie qui a été recyclé par une entreprise parfaitement malhonnête qui était censée faire de la dépollution et qui effectivement ça a généré encore plus de pollution qu'il y en avait. Donc des choses ont été brûlées dans les fours. Denis, dont on a parlé, était au four. C'est un des témoins, c'est pas le seul. Effectivement, il y a eu des décodeurs de Canal+ qui ont été brûlés dans le four. C'était une aberration. D'autres produits ont été brûlés. C'est une période où ça a beaucoup pollué. Ça, c'est vrai. Par contre, le déversement dans les galeries de mines, ça, c'est pas vrai. Il y a eu un moment du déversement de déchets, mais dans une autre mine, la mine de Laconette, où il y avait à une époque où il y a eu une rupture de digue qui retient les déchets miniers, là dont je vous parlais. Et pendant la période où ils ont réparé cette rupture, il fallait continuer, ça c'est leur point de vue, mais en tout cas ils ont continué à exploiter, donc à générer des déchets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé ça dans un puits de mine, la mine de Laconette, ça c'est vrai. Donc il y a des résidus arséniés dans cette mine. Après elle a été comblée, elle a été bouchée. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. C'est assez compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est faux de dire que les Australiens sont partis en ne faisant rien. D'abord, ils n'ont rien fait d'illégal. Ça veut dire que des autorités leur ont donné l'autorisation de faire ce qu'ils ont fait. Ça, c'est quand même sacrément problématique. Notamment l'augmentation de la capacité des dépôts de déchets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs mines dans le secteur et qui ont laissé... il y a plusieurs endroits où il y avait de l'extraction, mais il y avait aussi un four, il y avait
des bassins de flottation, c'est une étape du procédé. Donc, des endroits qui laissent de la pollution, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu à Villanière, il y en a eu sur d'autres communes. Et ça, en fait, on avait démoli, mais un peu laissé sur place. Donc, les cheminées avaient toutes été tombées, mais par contre, il restait les déchets. Et donc, c'est toujours plus simple quand il y a un exploitant sur place de demander d'enlever les dépôts problématiques parce qu'ils ont les engins, parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'il y a le personnel. Une fois que c'est fermé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils leur ont demandé d'aller récupérer à droite à gauche des dépôts. Et ce qui s'est retrouvé sur ce stockage qui était déjà qui était ras la gueule, et c'est pour ça qu'on l'a augmenté, ce qui maintenant génère des problèmes. Mais en tout cas, moi j'ai discuté avec des gens qui sont allés faire le tour de tous les anciens sites pour les nettoyer. Est-ce que ça a été fait de la façon la meilleure ? J'en sais rien. Après, il y a l'ADEME qui a aussi bossé plusieurs années pour nettoyer et réhabiliter le site. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont tout laissé en plan, mais ils n'ont pas totalement nettoyé. Mais aussi parce qu'il y avait des endroits très problématiques, Nartaud notamment, cette verse à arsenic, accès compliqué par camion, etc. Donc là, ça coûtait très cher. Donc ils n'ont pas eu les autorisations, on ne leur a pas demandé de le faire. Donc il faut quand même un peu mitiger cette histoire. Elle est plus en demi-teinte qu'on voudrait le montrer. Les Australiens ne sont pas les infâmes salopards qu'on présente. Par contre, eux, ils font du business. Mais ils ne sont pas partis comme des gros cochons, quoi. Et donc, notamment, ils ont accepté le plan de départ en retraite. Bon, ils n'ont pas trop eu le choix, hein. La CGT les a bien coincés. La CGT a très très bien joué sur la fin. Donc, ils se sont battus, ils se sont bien battus. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit et on travaillait un mois l'été dans les vignes, ça nous faisait un trimestre. Donc, ils sont allés chercher tout ce qu'ils arrivaient à trouver pour que les gens ne restent pas sur le carreau. Mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas eu une direction hostile. On m'a dit que c'était pas malsain comme management. Il y en a qui ont préféré travailler avec les Australiens qu'avec le BRGM. Ils disaient si tu as des résultats, on te fout la paix. On n'est pas toujours à te chercher là, des poux dans la tête. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur la vallée de l'Orbiel pendant 2 ans et demi également en tant que chercheur en sciences sociales. Et du coup je voulais déjà témoigner du fait que je m'étais beaucoup retrouvé dans ce que tu nous as raconté ce soir, et notamment dans cette vallée où il y a une espèce d'ambivalence permanente, que ce soit à travers les paysages, où il y a un endroit au niveau de l'Astour où tu en as parlé, où en fait d'un côté on a la vue sur les châteaux et de l'autre on a la vue sur la mine, et ça fait une espèce de panorama étrange comme ça. Et je trouve que dans les discours qu'il y a dans cette vallée, il y a beaucoup d'ambivalence, et le choix que tu as fait de choisir ce mode d'écriture-là, je pense que c'est un choix qui est très juste pour pouvoir ramener toute cette complexité qui est liée à cette période-là. Moi, je voulais dire aussi que ce dont tu parlais en termes de processus personnel, d'être traversé par cette ambivalence-là, moi je l'ai vécu aussi, et je voulais savoir à quel moment est-ce que tu as réussi à te stabiliser en tant qu'individu avec des convictions aussi pour pouvoir retranscrire tout ça. Et est-ce que tu as eu un espèce de déclic cathartique qui t'a permis de sortir de cette ambivalence-là et de choisir un point de vue que tu allais défendre à travers ce livre, même si c'est à travers des paroles d'habitants,
forcément il y a une orientation qui est donnée, et comment t'en es arrivé là pour peut-être stabiliser quelque chose à la fin et pouvoir à la fois le retranscrire d'une manière digne pour les gens qui vivent là-bas, et à la fois quand même transmettre un message qui est déterminant, parce que effectivement il y a plusieurs époques qui se côtoient. Si on regarde derrière, c'est le passé ouvrier glorieux du monde prolétaire, etc. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est des problématiques de pollution et de santé qui sont très graves. Et donc, voilà, comment est-ce que tu as réussi à te dépatouiller de tout ça, et qu'est-ce qui t'en sort aujourd'hui pour toi? Je pense que cette ambivalence, elle m'a jamais quitté et elle est encore présente. Dans la semaine prochaine, je vais présenter mon bouquin à Salsigne. C'était pas gagné, parce que localement, on n'a pas trop envie de publicité autour de ça. Et le maire a fini par accepter. Il était assez méfiant. Voilà, je le sentais un peu gêné. Je dis si vous voulez, je vous envoie le manuscrit. Le bouquin n'était pas sorti, mais j'ai envoyé le PDF. Et puis finalement, il était partant. Il a dit oui. Il a dit le titre, c'est un peu dommage. Lui, il aurait préféré que ça s'appelle l'or, tout court, qui n'est pas l'arsenic. Voilà. Ou sinon, il disait histoire orale d'une vallée minière, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais il a dit oui. Super, très bien, quoi. C'est franchement un grand pas, parce que. Mais en tout cas, cette ambivalence, moi, elle me quitte pas, parce que je veux à la fois que pouvoir raconter cette histoire et dire il faut pas qu'elle passe à la trappe. Si on ne garde que la pollution sans raconter l'histoire, mais c'est terrible, c'est incompréhensible et c'est terrible. Et en même temps, par moments, je me dis les histoires de mineurs, elles sont plus sympas. Ils sont plus sympas que les gens là qui vont. C'est les râleurs, quoi. Ils sont chiants, les militants, là, les activistes. Donc c'est moins sympa. Et dans les parties avant-après, c'est mieux qu'avant soit avant-après, parce que sinon c'était moins rigolo. Je pense que vous avez compris. Mais il y a des histoires aussi de sympathie, c'est des relations humaines qui se nouent. Moi, ça m'a pas quitté. J'ai parfois l'impression pas de trahir, mais voilà, un petit inconfort. Et je me suis dit, ça va pas me quitter, il faut faire avec, quoi. Il faut faire avec, et c'est peut-être ça qui est garant de l'équilibre, j'espère. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça permet aux gens d'écouter les points de vue des autres, parce qu'il y a un gros problème, il faut avancer, là, c'est bloqué, quoi, complètement. Et ça s'appelle plus CLI, comment ça s'appelle là, les CSS, c'est ça Voilà, les commissions locales d'information, là maintenant ça a changé de nom, mais c'est terrible. Les gens n'y vont plus, ils n'y croient plus, n'ont plus confiance dans la préfecture, les services de l'État. Le BRGM, dès qu'on prononce BRGM, ils ont été exploitants, et maintenant c'est les gestionnaires du site. Ils sont jugés partis, donc voilà. Donc tout ce qu'ils font, ça vaut rien. C'est terrible. C'est ok, c'est vrai dans un sens, mais ils ont quand même des années et des années de données, et ne pas les utiliser, c'est peut-être dommage. En fait, ces données-là, elles servent à exploiter, et du coup, pour moi, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, de cette ambivalence-là. On m'entend, non? Ça va? Non, mais il y a les gens derrière. Ça me va de pas être enregistré, en fait. Non, mais oui, mais il y a les gens derrière qui t'entendent. Mais du coup, je sais pas, qu'il y ait cette ambivalence-là de la part des gens qui ont travaillé et qui ont gagné leur vie avec la mine, en fait, je la comprends. Par contre, ça commence un peu à me turlupiner que, en fait, le BRGM, oui, il fait un travail de propagande pour l'exploitation minière. En fait, pour moi, la solution, elle n'est pas dans l'ambivalence. Il faut arrêter. Il
faut arrêter avec la mine, il faut arrêter avec le progrès, il faut arrêter avec la technologie. Et en fait, il n'y a pas de réhabilitation, il n'y a pas de mine responsable, il n'y a pas de mine propre. Et du coup, quand vous disiez oui, ils ont réhabilité, ils ont recouvert d'un gazon vert, ils ont mis 3 bâches pour protéger. Et en fait, c'est tout. Et du coup, il n'y a pas de mine propre. Et du coup, oui, le BRGM, il est partie prenante de la propagande pour l'exploitation minière. Et pour moi, c'est un ennemi, quoi. Je suis d'accord avec toi sur plusieurs points. Pas de mine propre, oui, tu as raison. Réhabilitation, c'est leur terminologie. J'aurais mieux fait d'en utiliser une autre. Disons qu'il y a eu enlèvement, dissimulation, minimisation. Donc ça, c'est vrai. Après, moi, je pense... D'abord, il ne faut pas confondre la période d'exploitation et après l'après-mine. Parce que là, le BRGM suit le site, fait des mesures. Alors, on peut dire tout ce qui touche, c'est entaché de doute. Moi, je pense que les lignes passent pas au bon endroit. Parce que je pense pas, a priori, que le BRGM soit un organisme en lequel on puisse avoir une confiance absolue. Pas du tout. C'est pas ça que je pense. Mais à mon avis, ça passe pas au bon endroit. Parce qu'il y a des équipes qui sont sur la réhabilitation du site. Moi, cette chef de service m'a dit, dans mon équipe, ils ont entre 30 et 40 ans. Ils sont complètement pro-environnement. Ils ont à cœur de faire évoluer la situation. Sauf à penser que tout le monde est de mauvaise foi. Moi, je pense qu'ils peuvent aussi faire un travail qui est utile. Et le fait de repousser et de dire non, tout ce qui vient du BRGM, ça ne vaut rien, ou c'est entaché de doute, moi je pense que c'est aussi un problème pour sortir de cette impasse. Là, on est vraiment dans une impasse. Donc, moi, mon propos, c'était pas de dire... c'était pas de porter les conclusions du côté militant, même si c'est plutôt de ce côté-là que moi je penche. Mais ceci dit, moi, il y a aussi des arguments qui m'ont fait évoluer. Et je pense que c'est intéressant aussi d'entendre ces arguments pour soi-même peut-être un petit peu évoluer. Et pas dans l'acceptation de ce que veut l'industrie, puisque c'est leur critère à eux. Clairement, on n'a pas à les accepter. Mais en tout cas, à mon avis, il faut peut-être un petit peu plus de nuances, parce que là, sinon, on arrive à des situations assez absurdes, où en fait, des gens qui sont parfaitement compétents, qui ont des choses et qui seraient prêts à participer, sont tellement soupçonnés de servir la cause de l'industrie minière que on n'exploite pas. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir des données, ne serait-ce que d'analyse d'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau? Et le BRGM a des données, ils ont des compétences, c'est quand même des services. Alors après, le BRGM, c'est l'État, et c'est un rôle politique. Ça, c'est indéniable. Donc, à un certain échelon, effectivement, peut-être qu'on... Et là, moi, je ne saurais pas dire où faire passer cette ligne, mais en tout cas, je pense qu'il faut un peu de nuance. De la même manière, je vais parler fort pour les personnes de derrière. C'était... Il y a quelqu'un. Ah, moi. Cher Nicolas, je t'ai attendu avec beaucoup d'attention. Tu sais que je suis né à la Combe du Sceau. Je connais bien l'histoire de Denis et de tout ce qui ont habité là-bas, le bassin minier, que c'est qu'un bassin minier d'abord. Quand tu parles de l'usine, moi j'étais dans ce coron, ce que j'appelle un coron. Depuis la mine Villanière, Salsigne, tu vois, sur le Cabardès, etc., c'est effectivement diverses municipalités, donc diverses logiques. La seule, c'était voilà, ma question, en fait, c'était ça. Pourquoi est-ce que tu parles ou tu ne parles pas du mouvement ouvrier? Il y a des grandes figures, comme Félix Roquefort, comme mon père, qui ont joué, ils sont évadés tous les deux d'Allemagne.
voilà, de la guerre. Ensuite, ils ont travaillé à la mine. Bon, Félix est devenu maire de Conques-sur-Orbiel. Il y avait un mouvement, c'était communiste. Par exemple, il y a une partie de la Combe du Sceau, des petites maisons, c'était des courants, enfin des petites maisonnettes là, qui font partie de Limousis. De l'autre côté, en haut du village, c'est Salsigne. Nous, c'est Lastours, les châteaux Lastours. Mais une petite partie, c'était Conques-sur-Orbiel. Hein? Est-ce que tu parles du mouvement ouvrier là-dedans? Alors, d'abord, je suis très content que tu sois là, Afid, vu que tu es l'unique personne concernée directement. Oui, je parle du mouvement ouvrier. Après, j'ai été obligé de faire des choix. Par exemple, la guerre, plusieurs personnes m'en ont parlé. Trop peu de témoignages, une histoire trop complexe. Je me suis pas aventuré dans cette histoire. Donc moi, le mouvement ouvrier, bah oui, la CGT, les luttes qu'il y a eu, notamment le gros mouvement social en 1991-92, ça bien sûr, j'en parle. Et après aussi le combat comme à la fermeture pour les retraites, pour la santé, tout ça, oui, j'en parle. On la sent, cette histoire ouvrière très forte. Les gens en parlent, comme ils m'ont parlé aussi de la Combe du Sceau, de la vie qu'il y a eu, de l'ambiance, de tout ce qui fait la vie d'un bassin minier en dehors du travail proprement dit à la mine. Je pense que ce sera la dernière question. Ouais, merci beaucoup. Du coup, de la même manière, je vais faire le choix de parler fort. C'est dommage. Je suis navré. C'était intéressant ce que vous dites. Oui, mais c'est vraiment un choix personnel de rapport justement à certains outils. Ça en revient avec la discussion là. Non, c'était simplement pour dire que par rapport à ces compétences que la personne aurait du BRGM, j'y vois un peu une certaine, comment dire, je sais pas s'il y a besoin qu'il y ait des scientifiques qui viennent faire des relevés dans l'eau pour savoir qu'une mine c'est profondément destructeur environnementalement, et qui plus est, je sais pas vraiment ce que ça veut dire être pro-environnement aujourd'hui. Sans doute les gens de tout leur cœur sont pro-environnement. Aujourd'hui on peut être pro-environnement et être pour le nucléaire, c'est un peu ridicule. Et pour prendre l'exemple même du nucléaire, j'ai l'impression que les personnes qui regardent un peu les anomalies qu'il y a dans le cadre du nucléaire ont des liens étroits avec EDF qui est partie prenante de ce désastre. Du coup, quand je sais pas, le rapport à la politesse, voilà, quand tu dis c'est triste que les personnes n'aient plus confiance, et ben moi je trouve plutôt que c'est un élan de lucidité, parce qu'on peut rien attendre des personnes qui sont les responsables de ce désastre, parce que les mines, ça en sera toujours une, et les autorités, pareil, que ce soit légal ou illégal, ajustent au final le cadre pour permettre au final l'extraction de ces biens qui sont nécessaires au pouvoir et à la course de ce monde. Et du coup, je pense pas qu'il faille, à titre personnel en tout cas, concilier tous les points de vue, parce qu'il y en a, je pense, qui sont profondément antagonistes, et que ce soit autant à l'échelle du pouvoir que des fois, et c'est sans doute tenaillé par la misère, qu'il y a des personnes qui font le choix aussi, qui disent moi je préfère un emploi qu'un cancer. Mais je veux dire, j'ai l'impression à tous les niveaux, il y a plusieurs choix qui s'opèrent. C'est dans quel monde on souhaite vivre. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas se mettre d'accord avec une préfecture qui sera toujours du côté du BRGM, ou du BRGM, ou des industriels qui soient français ou australiens. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher le complot. J'ai l'impression que c'est sous nos yeux la problématique. Et du coup, moi, en tout cas, pour conclure, je préférais 1000 fois la compétence de personnes qui choisissent du coup à leur manière de rentrer en opposition avec certains projets c'est-à-dire, en tout cas je préfère la compétence de personnes qui par exemple vont grimper dans des arbres ou vont faire de l'obstruction ou je ne sais quoi, que la compétence d'un géologue. Il y a plein de choses, je suis d'accord avec toi. D'abord, ce bouquin n'est pas
Ça concilie pas, ça met en regard. Les conflits sont présents, ils sont pas résolus, il n'y a pas une conclusion à la fin, il y a pas... On reste avec ça sur les bras. Moi, je pense qu'il faut là juste regarder le cas de Salsigne où on en est, c'est-à-dire cette mine. Enfin, le mal, il est fait. Le problème, c'est ça, c'est que le mal, il est fait, quoi. Alors, stopper d'autres projets, oui, évidemment, bien sûr. Mais là, maintenant qu'on est avec ça sur les bras, je te prends un exemple assez concret. Il y a des travaux de dépollution à faire. C'est monstrueux, les coûts. Et donc, ce que dit le BRGM, mais c'est pas les seuls, je veux dire les militants disent la même chose. C'est l'argent, autant le mettre pour là où c'est efficace. Donc en fait, non. C'est pas rentable, en fait. Tu comprends pas ce que je veux dire. Il y a rien de rentable. Tout coûte. On n'est plus dans la rentabilité. On est dans non. Mais c'est justement, là, la question, c'est de forcer les pouvoirs publics à agir, qu'il y ait des actions qui soient faites. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Le truc qui est visible à la morve, là, est-ce que c'est ça qu'il faut enlever parce que c'est le plus visible ? Ou est-ce qu'il n'y a pas à côté un truc qui est plus problématique ? Bon, bah, le BRGM fait une étude et montre que la morve à arsenic, c'est 20%. Et là où il y avait l'ancienne usine de Villanière qui a été démolie avec le four, etc., tous les dépôts d'arsenic, enfin tous les traces d'arsenic qui restent, ça contribue à 80%. Donc l'argent, on le met où ? On le met là où c'est visible ou là où c'est le plus aigu. Ça peut servir à ça aussi, les services de l'État. Et à l'origine, les militants n'étaient pas opposés à travailler ensemble. C'est que les autorités aussi jouent un rôle très, très de minimisation, de négation. Ils jouent un rôle qui est tout à fait néfaste. Mais il y aurait tout intérêt à utiliser les compétences là où elles sont pour pouvoir forcer à ce que les travaux, des mesures soient prises. Et là, c'est dans l'intérêt commun. Donc on n'est pas forcément dans une recherche dans une logique on n'est pas dans une recherche de profit parce qu'il n'y a pas de profit là. Par contre, clairement, ça coûte. Donc, combien on met sur Salsigne, sachant que Salsigne est un des problèmes qu'on a sur les bras, parce que des mines, il y en a eu partout, il y en a eu plein. Donc c'est pour ça aussi que l'État rechigne, freine des cas de fer pour entrouvrir cette porte de l'indemnisation et de la dépollution. Est-ce que tu avais des dates à nous annoncer de présentation à venir ou... Ah oui, donc il y aura une présentation publique à Salsigne, c'est le samedi 16 mars à 17h. Comment ? À 17h. Voilà, au foyer communal de Salsigne. Après, il y aura une présentation aussi. Je ne sais pas si je vous dis dans la Montagne Noire, peut-être que ça ne vous concerne pas trop. Par contre, il y en aura d'autres à Toulouse. Mais là, je ne sais plus exactement. Charles, Histoire à venir. C'est quand ? Voilà, vers le 23-26 mai, voilà, dans le cadre d'Histoire à venir. Et Paulin, le kiosque, c'est quand ? Le 2 juin aussi, la fête du kiosque, qui est une très chouette fête, à la chapelle Casanova. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci à vous. Ouais. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. Là, je sens arriver le moment que j'aime le moins, qui est le moment où il va falloir que je mette un petit mot sur des livres. Et en fait, pour être honnête, j'ai pas du tout envie, parce que j'ai plus envie de parler avec vous. Voilà, il y a un échange qui a commencé, et après, là, je vais me retrouver à cette table, là, comme si j'étais puni alors que j'ai rien fait.
Et voilà, donc ne m'en voulez pas, mais par contre, avec grand plaisir pour continuer à échanger. Et je crois qu'après, on va aller à l'impro si vous avez envie de suivre le mouvement. Voilà, merci beaucoup.